Le 1er juillet 1965, au lieu dit l'Olivol, qui est un endroit situé à environ 2 km au nord-ouest du petit village provençal de Valensole, s'est déroulée une rencontre que je qualifie volontiers de rencontre exceptionnelle. En effet, ce jour-là, M. Maurice Mas, agriculteur, âgé de 41 ans, se rend, comme il a l'habitude de le faire tous les matins, dans son champ de lavande. À peine est-il arrivé qu'il aperçoit à quelques mètres de lui un engin de forme ovoïde avec une espèce de dôme en verre transparent qui avait grosso modo les proportions d'une dauphine. Alors une dauphine, c'est une voiture de la marque Renault qui était très répandue à l'époque. Et au pied de cet engin ovoïde, il voit deux créatures qui mesurent à peu près 1 mètre de haut, qui ont un crâne qui est quasiment le double du crâne humain, qui ont des yeux en amande et qui ont, à la place de la bouche, un petit trou rond. Et ces deux créatures semblent très préoccupées par les plants de lavande du champ de Maurice Mas. Brusquement, une de ces créatures voit arriver Maurice Mas vers elle, et elle dégaine un tube qu'elle dirige dans la direction de Maurice Mas. Et brusquement, celui-ci se trouve paralysé, il ne peut plus ni avancer, ni reculer, mais il garde malgré tout sa conscience, et il est capable encore de voir toute la scène. Au bout de quelques secondes, peut-être de quelques minutes, les deux créatures regagnent l'engin de forme ovoïde. Elles prennent place dans ce qu'on peut appeler un cockpit. Maurice Mas les voit, elles sont installées dans ce cockpit. Et brusquement, l'engin repart en arrière. Les deux créatures observent toujours Maurice Mas. Et l'engin disparaît très rapidement dans le ciel. Ce que je viens de vous dire, ce que je viens d'exposer, c'est la version, je dirais, la version courte de l'affaire de Valensole. C'est la version que tout le monde connaît, et c'est la version qui a fait le tour du monde. Hein. C'est la version universellement connue. Il y a eu une soucoupe volante à Valensole? Moi je crois, parce que d'après les empreintes qui sont produites sur le terrain de M. Mas, effectivement, un engin s'est posé là-dessus. Les empreintes sont très visibles. Sont très visibles, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par des amateurs? Non, par aucun appareil connu, je ne crois pas. Mais en réalité, cette version ne représente qu'une partie de l'affaire de Valensole. Ce n'est pas l'ensemble de ce qui s'est réellement passé à Valensole et de ce qu'a vécu Maurice Mas. En effet, ce que nous savons aujourd'hui de cette affaire, c'est que Maurice Mas a eu ce qu'on peut appeler un contact télépathique entre l'entité qui était affairée sur ces plants de lavande et lui. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. D'abord, sur le plan humain, un immense respect pour l'individu, pour l'homme. J'ai un respect profond pour les gens qui se sont battus dans le Vercors et dans les Alpes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait ce même respect de la part des gendarmes. Donc c'est amusant parce que la relation entre les gendarmes qui font l'enquête et le témoin était renversée. Le témoin était hautement respecté dans la région et
il était connu comme quelqu'un qui plaisantait pas, enfin, ni en affaires, ni sur une observation qu'il aurait pu faire. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est que il avait été profondément affecté. Alors bien entendu, bon, on discute, tu connais le midi de la France, on discute, on boit un petit verre, etc., on discute, il y a de la bonne humeur. Mais après, quand on était sur le terrain et qu'on retraçait ce qui s'était passé, c'était vraiment sérieux. C'est quelqu'un qui avait été profondément marqué. Et ce qu'il faut ramener au fait que c'est quelqu'un qui avait vu la mort de près pendant la guerre, qui avait participé à des opérations de commando contre les divisions allemandes. Enfin, c'était quelqu'un qui n'était pas facile à impressionner. Or là, il reconnaissait que le fait qu'il a été paralysé par les petits êtres qui soient restés dans son champ après que l'objet soit parti, c'était ça qui était resté pour lui. Qu'il était resté paralysé pendant 20 minutes après le départ de l'objet. Et bon, une paralysie étendue, je ne suis pas médecin comme tu sais, mais j'ai parlé à des médecins, ça veut dire une profonde connaissance d'abord du système nerveux humain, parce que bon, il n'a pas été blessé, il n'a pas été tué, il n'a pas été par cet objet, donc l'objet était vraiment calibré pour l'immobiliser à une certaine distance de l'objet. Et là, il a eu l'impression d'une communication à un très très haut niveau avec la technologie, avec les êtres qui contrôlaient la technologie. J'ai mentionné hier le fait qu'il avait trouvé des traces semblables dans un autre de ses champs, et qu'il les avait effacés et qu'il n'avait jamais fait le rapport. Alors, par contre, j'ai rencontré certains de ses amis qui, eux, avaient vu quelque chose, qui n'avaient jamais témoigné, et qui nous ont raconté ce qu'ils avaient vu. Donc, ce n'était pas un cas isolé, c'était l'affaire de Valençol. Il faut faire des études de terrain, hein. Il faut aller sur place. Il faut connaître les gens, il faut gagner leur confiance. J'avais la chance d'être avec quelqu'un qui déjà le connaissait et avait sa confiance et connaissait l'environnement. Mais le Midi, c'est pas toujours facile. Marie-Thérèse, j'aimerais aborder avec vous un cas qui est très très connu, c'est l'affaire Valençol. Ah. Est-ce que vous me permettez d'aborder ce cas avec vous? Parce qu'on en connaît une partie, oui, mais on ne connaît pas tout de ce cas-là. Et Jacques Vallée a laissé entendre qu'il y aurait eu un contact, je le cite, de très haut niveau, entre l'entité et Maurice Mas. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'entité et Maurice Mas? Écoutez, là vous me mettez dans une situation très embarrassante et je vous le dis, il n'y a pas très longtemps, je dînais chez Jacques Vallée, que vous connaissez, et il y avait entre autres Bertrand Meeus, que vous connaissez, je crois que vous l'avez invité, oui. Et Meeus dit « Oh, j'en ai marre, quand je pense à propos du cas Valençol, je connais 3 personnes à qui Mas a confié son secret, et toutes les 3 ne veulent rien dire. L'un, c'est Aimé Michel, maintenant il est mort, il n'a rien dit. Jacques ne veut rien me dire, et Marie-Thérèse ne veut rien me dire. Alors, il faut préciser que lorsqu'apparaît l'affaire Valençol, bon, je l'apprends par la petite presse spécialisée, etc. Et comme Maurice Mas avait dit qu'il ne voulait pas qu'on emmerde, et moi je respecte tout à fait ça. Donc, je me suis dit, je ne vais pas aller voir Mas pour l'embêter, qu'il me dise, mais non, j'ai dit, je veux recevoir personne, fichez-moi la paix, ce qui est son droit le plus strict quand même. Bon, j'importune pas les gens. Et je reçois un coup de fil d'Aimé Michel. J'étais très liée avec Aimé Michel.
vraiment, pas simplement pour des questions d'OVNI, pour des questions de musique, de mysticisme, enfin, on avait un très bon contact, on se téléphonait très souvent. C'est quelqu'un pour qui j'avais le plus grand respect, la plus grande admiration. D'ailleurs, mon goût des ovnis est venu certainement de son livre Mystérieux objets célestes. Et Aimé Michel me dit, enfin Marie-Thérèse, vous courez le monde pour rencontrer des gens aux quatre coins de la planète, et vous n'avez même pas été à Valençol voir Mas. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à voir Mas? Il a dit qu'il voulait voir personne. Si je lui demande, il vous recevra. Je lui ai dit, mais vous n'allez pas embêter Mas, c'est son droit le plus strict. Je passe ma vie avec des gens dont la vie est polluée par des journalistes qui les harcèlent, etc. Mas, c'est quelqu'un de tout à fait respectable, je le laisse tranquille. Il me dit, je permets d'insister. Et effectivement, 2 jours après, Aimé Michel me téléphone et il me dit, j'ai convaincu Mas que vous, il pouvait vous recevoir. Bon, je prends ma petite voiture, je dis rien à personne comme d'habitude, et j'arrive chez Mas, sa femme était là d'ailleurs. Et Mas au début n'est pas très aimable, franchement. Il me dit, je ne vous reçois que parce que Aimé Michel, je crois qu'il disait le professeur Aimé Michel m'a demandé de vous recevoir. Mais je ne vous reçois qu'à une condition, c'est que vous donniez ma parole d'honneur, que vous ne direz jamais ce que je vais vous révéler. Je suis désolé, pour moi, une parole d'honneur, c'est une parole d'honneur. Bien sûr, Marie-Thérèse. Cela dit, je précise quand même, Mas est mort depuis quelque temps, que depuis pas mal d'années, je tiens mon journal ufologique, qui est d'ailleurs attendu par un grand éditeur, et il sera publié post-mortem, parce que je dis des tas de choses que je ne vais pas dire de mon vivant, et je dirai quand même ce que Mas m'a dit. Parce que Jacques Vallée parle d'un contact télépathique de très haut niveau, je reprends ces termes. Hein. Eh bien, je peux vous dire... Quand on dit très haut niveau, alors c'est soit un niveau intellectuel qui dépasse la moyenne, soit il y a des informations qui sont passées de l'entité vers Maurice Mas. Et quel pourrait être ce type d'information? On reste dans les généralités. Bon, alors je ne peux que confirmer l'appréciation de Jacques Vallée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que m'a dit Maurice Mas permet de faire rentrer son cas dans la symbiose qui semble vraiment unir le monde des intelligences non humaines et le monde du religieux. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y a un aspect religieux. Ah, absolument. Ça, c'est très important, Marie-Thérèse. Mais... il y a une dimension religieuse. Ah, absolument. Et religieux, je dirais peut-être presque spirituel. Oui, spirituel, pas dans le sens religion. Oui, oui, spirituel. Spirituel. Oui, oui. Donc oui, une dimension verticale dans ce contact. Absolument. C'est déjà bien non, ce que vous avez dit. C'est important. Hein. Je le sentais, je le pressentais, je savais qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. Merci Marie-Thérèse en tout cas. Bon, je ne veux pas aller plus loin. Je respecte la mémoire de Maurice Mas. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ce contact télépathique avait une dimension spirituelle, une dimension sacrée et même une dimension religieuse, selon les propres termes de Marie-Thérèse de Brosse. Et Jacques Vallée précise en outre que ce contact entre l'entité et Maurice Mas s'est déroulé à un très haut niveau. Alors cette affirmation qui peut paraître anodine, en fait, ouvre des perspectives qui sont quand même assez extraordinaires. En 1972, le journaliste René Paco a rencontré Maurice Mas, et à la suite de cette rencontre, il a publié un ouvrage dans lequel il relate ses conversations avec Maurice Mas.
Et le journaliste relate une conversation où l'agriculteur lui dit, je cite, « Je ne peux pas tout vous dire, je ne peux pas dire tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai entendu, car si je le disais, personne ne me croirait. » Ce sont les propres mots de Maurice Mas. Alors, cette citation de Maurice Mas accrédite l'hypothèse, et moi je pense que c'est plus qu'une hypothèse, selon laquelle il s'est quand même passé quelque chose d'assez extraordinaire entre Maurice Mas et l'entité qui était dans son champ. Alors la question que nous sommes en droit de nous poser aujourd'hui est celle de savoir quelles ont été ces fameuses révélations d'ordre spirituel dont Maurice Mas a été le bénéficiaire. J'ajoute enfin que Marie-Thérèse de Brosse nous a dit que l'affaire de Maurice Mas laissait, alors je cite, « laissait entrevoir une symbiose entre les intelligences non humaines qui peuplent le cosmos, ce qu'on peut appeler aussi les consciences exogènes, et le monde du religieux et la spiritualité. » Donc, il y a une espèce d'interpénétration entre ces entités, ces intelligences de l'univers et la spiritualité. Et ça, à mon avis, ça ouvre des perspectives absolument fascinantes.